et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Et aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle interview d'une femme que je suis depuis des années et avec qui j'avais déjà la sensation de partager beaucoup de choses et clairement ça s'est confirmé. Que ce soit dans nos valeurs ou dans notre vision de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus basée sur l'intuition et sur l'écoute de soi que sur la course à l'argent et les business plans, j'ai eu la sensation étrange de me reconnaître un peu en elle. C'est donc pour ça que je suis très très heureuse de partager avec toi la discussion que j'ai eue avec Ilia Renon, que j'ai connue grâce à ses vidéos sur YouTube qu'elle faisait autour du bien-être et de l'écologie, d'ailleurs l'écologie intérieure comme extérieure, et qui est aujourd'hui professeure de yoga et de méditation. Avec Ilia, nous avons parlé de la nécessité de prendre conscience de sa valeur et de comment l'assumer. Elle nous a aussi partagé énormément de conseils pour fixer des prix justes et comment elle a galéré au début pour fixer ces prix justement. On a aussi parlé de l'importance de se demander quel genre de vie et quel genre d'entreprise nous voulons créer au lieu de nous laisser emporter par ce que la société nous pousse à faire. On a aussi parlé de la différence entre l'urgent et l'important quand on est entrepreneur, comment fixer ses priorités. Et bien sûr, on a parlé de son parcours et de comment elle est passée d'un métier autour du relooking et du conseil en images à la création de retraites tournées vers la féminité. Bon, bien sûr, ce n'est qu'un extrait de tous les sujets qu'on a abordés. Cet épisode est vraiment très très riche. D'ailleurs, s'il te plaît, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en nous taguant avec Ilia, @IliaRenon et @PêcheandEglantine. Cela nous permettra de te remercier et de te repartager. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Attends. Tu vas voir qu'il n'y a pas d'intro. Parce qu'en fait, j'ai lancé l'enregistrement au milieu du début de notre conversation pour que l'échange soit le plus naturel et authentique possible. Du coup, je te laisse avec Ilia qui nous partage son état d'esprit et les questionnements qu'elle a actuellement. Là, je suis dans un moment où il faut que j'apprenne à gérer mon énergie, à ralentir. Je sens que sur le papier, c'est très facile à dire aux gens « ralentissez, prenez soin de vous ». Et là, je pensais que je le ferais facilement, mais en fait, avec la grossesse, je sens que j'en ai besoin, mais j'ai du mal à prioriser. En fait, je crois simplement que là, ce que je vis me renvoie des problématiques que j'ai en temps normal. Pas nouveau, ça vient pas de tomber, que j'ai du mal à prioriser. Voilà, mais je m'étais dit, avec la grossesse, ce sera genre, ah ouais, mais ça, c'est le plus important et ce sera beaucoup plus facile. Ben, en fait, pas tant que ça. Ouais. Oui, parce que là, j'allais te dire, c'est un peu des problématiques d'entrepreneurs de base. Enfin, c'est comment gérer tout ce qu'il faut faire, en même temps prendre du temps pour soi, accepter de ralentir, accepter de se déconnecter. Donc tout ça, effectivement, c'est décuplé pour toi enceinte. Mais par contre, n'importe quel entrepreneur, et surtout quand on débute, je sais pas, parce que là, ça fait un peu quand même quelques années maintenant que tu es à ton compte. Ouais. Je te poserai des petites questions sur ça après, mais c'est un peu ce que tu vivais peut-être au début de ton lancement, non? Ouais, ben moi, ça doit faire 10 ans que j'ai commencé, mais après j'ai fait plusieurs activités différentes. Mais c'est vrai que la thématique de prioriser, qu'est-ce qui est vraiment important, tu sais, ce fameux diagramme. D'Eisenhower, là, les quatre. Ouais, c'est pas quelque chose que moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai tout foutu en urgent et important. Mais en fait, c'est pas normal. Et je lui dis, mais c'est pas possible et tout. Et puis il regarde ça, il me fait, mais là, je vois ce que tu as écrit. Les trois quarts, c'est, enfin, pas dans le bon carré, quoi. Il me dit, ça, c'est peut-être urgent, mais c'est vraiment pas important. Je te mais si, il me dit, non, pas du tout. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et donc, en fait, j'ai pris tout un moment à m'interroger sur c'est quoi qui est important. L'urgence, elle est assez facile, hein. Globalement, je trouve que c'est un critère. Bon, bah, t'as un truc à rendre là, en termes de temps, c'est plus facile à gérer. Mais l'importance de quelque chose, c'est pas si simple, hein.
Oui, ouais, je suis d'accord. Et encore, l'urgence, c'est nous parfois on a l'impression que certaines choses sont urgentes parce qu'elles le sont pour nous, mais après, dans quel délai? Par exemple, un projet professionnel, tu veux lancer un nouveau programme de yoga, bah en même temps c'est urgent pour toi et en même temps ça l'est pas en soi. Ah oui, ah non, mais complètement. Je pense qu'effectivement, tu as raison. L'urgence, elle est aussi de notre, notre rapport aux choses, en fait, notre rapport au temps. Tu sais, je remarquais que très souvent, mon niveau de stress par rapport enfin, à mes projets ou, par exemple, à ma to-do list, je remarque que le temps que j'associais à des actes à faire, enfin des activités à faire. Donc, admettons, je vais te dire, tu vois, j'ai une to-do list avec 10 trucs à faire. Et dans ces 10 trucs, il y a trois choses qui me peut-être stressent un peu ou que j'ai pas trop envie de faire, mais voilà. Et ces trois choses, quand je fais mon planning, j'accorde genre une demi-journée ou une journée pour les faire. Et quand j'arrive enfin je vais mal parler, hein, mais à me sortir les doigts du cul pour le faire, en une demi-heure, c'est réglé. Et là, j'étais en mode, ouais. Donc, en fait, ton, on va dire, ton émotionnel conditionne aussi, finalement, beaucoup ton travail parce que ça fait qu'il y a des choses que j'ai repoussées. Tu vois, c'est comme si, en fait, quelque chose qui a cette importance-là, toi, émotionnellement, tu lui donnes celle-là. Alors, t'imagines qu'en termes de temps, d'investissement, ça va te demander, tu vois, cette espèce de truc énorme. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité, c'est beaucoup plus petit. Et c'est d'arriver à avoir ce recul entre la réalité des choses et la réalité que toi, tu leur donnes, liée à tes émotions, en fait, aussi. Donc, c'est pas si simple, hein, ça. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ce qui est énorme, c'est plus le poids, la pression et l'espace mental que ça prend dans ta tête. C'est ça qui est énorme. Parce que moi, je vois là, je suis en train de passer à la TVA et du coup, il y a plein de merdouilles administratives et budgétaires à faire au niveau financier, même pour les factures. Et ça m'a empêché de dormir pendant des jours et des jours. Et en fait, c'est juste envoyer un mail aux impôts et ensuite rajouter ton numéro de TVA sur les factures. Donc, en soi, c'est tout simple. Mais par contre, dans ta tête, c'est juste le bout du monde et tu procrastines jusqu'au dernier jour où il va falloir envoyer ton mail aux impôts, sinon tu vas être dans l'illégalité. Donc ça, pareil, c'est juste dans ta tête, tu te fais une montagne, c'est comme tes peurs, tu te fais souvent une montagne de certaines choses parce que tu en as peur. Et en fait, le jour où tu le fais pour la première fois, bah, c'est tout bête. Et tu dis, bah en fait, de quoi j'avais peur? Donc souvent c'est ça, c'est l'émotionnel comme tu dis qui prend le pas sur la raison et du coup on s'empêche de faire certaines choses ou on en fait des montagnes. Ouais. Bah, exactement. Après, je pense que l'émotionnel, il nous apporte plein de bonnes choses aussi. Mais c'est vrai que par moment, il vient un peu pas nous immobiliser, mais un peu d'une certaine manière, parce que moi, je sais que dans cette fameuse to-do list, bah justement, c'est peut-être ces choses-là euh, à laquelle je donnais une importance de ouf, qui étaient très souvent urgentes et importantes, et où je commençais par les autres qui n'étaient pas du tout urgentes, pas du tout importantes, mais qui avaient moins d'enjeux émotionnels. Donc, c'était OK de les faire d'abord, en fait. Et qu'en termes de priorité, c'était pas du tout ce que j'aurais dû faire. Mais en fait, comme elles avaient moins d'enjeux, bah, c'était plus simple pour moi je dis n'importe quoi, de répondre aux mails de telle marque, alors que très, très honnêtement, elles pouvaient attendre pendant un mois ou même ne pas avoir de réponse en soi, tu vois. Mais c'est vrai que après, quand tu commences à remarquer ça, à savoir que tu fonctionnes comme ça aide. Mais des fois, tu vois que ça revient. Des fois, je regarde mes trucs et je me dis, mais là, t'es retombé dans ton travers de je commence avec les trucs qui sont pas urgents, pas importants, parce qu'il y a le gros truc là que t'as pas envie de faire, qu'il faut que tu fasses, qui te stresse. Mais vas-y, en fait. Et, ouais. Ah, c'est clairement de la procrastination. J'avais fait un article sur la procrastination et c'est vrai que parfois on se trouve d'autres tâches à faire. Du coup, on se dit, ah, mais non, je procrastine pas parce que là, je suis en train de travailler ou je suis en train de faire la vaisselle, je fais le linge, je réponds à un mail, comme tu le disais. Donc, on se dit, mais non, on travaille. Donc, voilà, on s'enlève un peu, on se déculpabilise. Donc, ça, c'est bien parce qu'on a, perso, tendance, tout du moins, à beaucoup culpabiliser. Et en même temps, c'est de la procrastination active, en fait. Ah, mais oui, et puis en plus, je trouve que la procrastination, le truc derrière, c'est que très souvent, quand tu auras fini ta journée, tu seras dans une forme de
pas de déception, mais de frustration tu sens que c'était pas une journée très efficace. T'as l'impression que t'as fait plein de trucs, mais qu'en fait, t'as rien. Tu sais, un peu ce truc de j'ai rien fait, et après, quand tu repenses, bah si, j'ai pas arrêté, mais en fait, t'as pas fait les choses vraiment importantes. Donc, à la fin, cette journée, elle a un peu un goût un peu amer parce que tu sais très bien au fond de toi que ouais, tu t'es un petit peu joué un petit tour, quoi. Et c'est un sentiment qui est pas agréable parce que tu peux vraiment ne pas avoir arrêté, être même un peu fatigué d'avoir fait plein de choses. Et en fait, au fond, savoir que cette énergie que tu as dépensée, peut-être que tu aurais pu la mettre ailleurs. Donc, tu as un peu de culpabilité derrière que tu essaies de cacher en disant, mais j'ai quand même vachement bossé et tout ça. Mais au fond, tu sais que là, tu te racontes une jolie histoire. Mais en même temps, c'est chouette et ça prend du temps. Moi, j'ai mis tout un moment à intégrer ce fonctionnement-là. Tout le monde ne procrastine pas. Ce mot, d'ailleurs, il est aussi pénible à dire que... Voilà. Mais tu vois, un livre qui m'a beaucoup aidée, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Oui, oui. Il a un ami et en fait, on en parlait tous les deux et où en gros, moi, j'étais là, mais Fabien... mais enfin, il me racontait un petit peu son histoire. Et quand je vois tout ce qu'il crée, ce mec, c'est quelqu'un, je crois que je connais personne qui crée autant que lui. C'est un truc de malade. Et moi, je suis vraiment, j'ai une admiration parce que il crée, mais bien. C'est pas, tu le sais, t'as des gens qui créent beaucoup, mais c'est pas toujours de la qualité ou c'est créé pour créer. Lui, il est passionné et il fait beaucoup de choses. Et quand en fait, il m'a raconté qu'il était genre comme moi au début, bon, d'un, ça m'a rassurée parce que je me suis dit potentiellement, il y a des choses à faire. Je peux peut-être m'améliorer, c'est pas foutu, tu vois. Et de deux, j'ai compris des choses en fait de mon fonctionnement. Et entre-temps, j'avais lu un peu le livre, on en a reparlé ensemble. Et je lui ai dit, c'était très chouette de lire quelque chose comme ça, de voir qu'en fait, quand tu apprends à prendre, ouais, tu prends du recul sur ton fonctionnement, sur ces espèces de petits mécanismes que tu as, comme tu disais, où à un moment, tu procrastines et voilà, tu joues avec toi-même quand même un petit peu, hein, en te remplissant ton agenda pour te dire, c'est bon, j'ai fait des trucs, mais au final, voilà. Et ben, en fait, je trouve que ça t'aide à devenir plus efficace et mieux tu te connais, plus tu vas pouvoir aussi adapter ton emploi du temps et ta manière de faire à toi. Parce que moi, il y a des gens, je vois leur manière de créer. Bon, par exemple, Fabien, il a une intensité de travail. Moi, j'ai pas du tout envie de travailler autant. Moi, je suis très honnête, je suis une flemmasse. Enfin, c'est pas, je suis une flemmasse. Après, je dis ça et tout le monde me dit, mais n'importe quoi, t'en fais vraiment beaucoup. Mais j'ai ce côté où je suis pas quelqu'un qui a envie de travailler 90 heures par semaine pour gagner des millions. Je suis pas comme ça. Moi, j'ai envie d'avoir une vie où je profite de la vie. Je pense qu'elle est suffisamment courte pour pas me dire je travaille et j'attends la retraite pour pouvoir en profiter. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie. J'ai peut-être envie de trouver un métier qui fait que j'ai peut-être pas envie de rêver de la retraite et que peut-être j'aurai envie de bosser, alors peut-être différemment, mais tu vois, jusqu'à 80 ans, donner des confs ou des choses comme ça, parce qu'en fait, mon métier me fait kiffer. Mais par contre, d'avoir une qualité de vie qui pour moi n'a pas de prix. Et en fait, peut-être que tu as des gens, ils s'éclatent à bosser 90 heures par semaine. Et franchement, je pense que c'est le cas de Fabien, par exemple. Et je trouve ça génial. Mais moi, j'ai aussi ce truc de me dire, moi, je suis pas comme ça, en fait. Moi, j'ai envie de bosser moins, mais mieux. Donc, d'arrêter de dépenser aussi tout ce temps-là qui, en fait, est du temps perdu aussi, que je pourrais mettre à profit pour autre chose. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important de savoir ça, en fait. Tu vois, de savoir à un moment que t'es pas du genre à peut-être vouloir gagner des sommes astronomiques, mais en fait, de trouver que la qualité de vie, c'est quelque chose qui est peut-être ta priorité. Et évidemment, j'ai envie de gagner suffisamment, pas pour gagner suffisamment, mais plus ce truc pour ne pas m'inquiéter. Ouais. Tu vois, et pour pouvoir me payer les formations que j'ai envie de me payer, ça c'est un truc super important, de ne pas avoir à regarder, à me dire est-ce que je peux me le permettre. J'ai eu des moments beaucoup plus compliqués, tu vois, financièrement, et où c'était juste, non, en fait, la formation où tu l'as fait, mais après tu bouffes des pâtes, et c'est ok, tu vois. Mais j'ai juste envie de pouvoir faire ça, de partir en vacances si j'ai envie, pas à l'autre bout du monde, mais
avoir ces moyens-là de pouvoir me faire masser peut-être une fois par semaine, pour moi, c'est ces choses-là qui ont de la valeur, en fait. Euh, M'acheter une grosse voiture, je m'en tape. Mais vraiment, tu vois, voilà. Mais des trucs plus de l'ordre d'une qualité de vie, en fait, tu vois. Et ça, c'est important pour moi de gagner suffisamment pour pas que ce soit pour pas que ce soit une question ou que ce soit quelque chose que j'ai besoin, voilà, de trop mûrir et aussi pouvoir suivre mon intuition et me dire, ok, cette personne-là est là, il y a une place pour la formation, c'est un peu cher, mais j'ai envie de la faire, go, j'y vais, tu vois. Voilà, Ouais. moi, c'est plus comme ça. Oui, là, ce que tu dis, c'est de un, on apprend à se connaître, on voit comment on fonctionne. Ouais, Ensuite, on voit ce qui est important pour nous. Toi, c'est la qualité de vie et je peux que être d'accord là-dessus. C'est pas, l'idée, c'est juste de se sentir épanoui et d'avoir une vie qui nous ressemble, dans laquelle on se sent à sa place et aligné. Et ensuite, de déterminer, comment est-ce que je peux gagner assez d'argent pour avoir cette vie-là sans pour autant être dans cette course un peu effrénée que la société nous pousse parfois à avoir de toujours plus, toujours plus. c'est Donc, ça. ouais, je te rejoins tout à fait. Tu vois, des fois, c'est ce truc de dire, oui, mais comment je peux encore plus développer? Après, c'est toujours la question pour moi de dire, mais en fait, tout dépend. Est-ce que tu as envie de développer plus parce que tu as envie de gagner plus ou est-ce qu'en fait, ce que tu as te va bien et de continuer dans cette qualité-là? Je pense que c'est à chacun de voir. On est tous différents et peut-être qu'après, l'idée, c'est de développer parce que tu as envie de créer des emplois, d'embaucher des gens et d'être quelqu'un qui va être générateur de ça. Et je trouve ça magnifique aussi. Ça ne veut pas dire que toi, tu gagneras plus, mais que tu auras un impact peut-être un peu différent auprès d'autres personnes. Je trouve ça magnifique. Mais c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait. Est-ce que tu as envie de bosser seul? Est-ce que tu as envie de bosser avec des équipes? euh, je crois que ça, c'est propre à chacun. Et peut-être que même tu peux partir avec l'optique de bosser seul. Et après, petit à petit, te dire, déjà, j'ai besoin d'aide. Ou, en fait, j'ai aussi envie, je sens qu'il y a ce potentiel-là de pouvoir créer des emplois qui ont du sens, parce que je pense qu'on en manque aujourd'hui, et de se dire, finalement, est-ce que ça peut pas être aussi mon rôle d'une certaine façon, tu vois, une mission de vie, il faut pas m'en parler, parce que ça, c'est des trucs qui me gavent comme mot, j'ai un peu de mal. Mais dans cette idée-là, de se dire, peut-être que c'est oui aussi une des choses pour lesquelles, comment dire, pas, j'aime pas pour lesquelles je suis là, mais en tout cas, j'ai envie de donner ce sens-là à ma vie, de créer des emplois où les gens peuvent juste être heureux d'être qui ils sont, de s'éclater. Et voilà. Donc, ça peut être très cool. On verra, j'en suis pas là encore. Ouais. Mais D'ailleurs, ça me fait une parfaite transition pour la question de comment tu vis aujourd'hui, tu vois, c'est quoi un peu, j'aime pas du tout le terme de business model, mais un peu, comment tu gagnes ta vie? C'est quoi ton activité aujourd'hui? Parce que mine de rien, tu es passé par plein de stades. Et si tu veux bien nous en parler aussi de un peu tout ton parcours, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu plein de phases différentes. Moi, je t'ai connue il y a pas mal d'années, je pense, grâce à YouTube. Et entre-temps, il s'est passé moult et moult choses. T'es passé un peu, pour moi, du stade de blogueuse, j'aime pas le mot influenceuse, donc plutôt créatrice de contenu, à aujourd'hui, on te voit beaucoup moins, tout du moins sur YouTube, et pourtant, tu as développé plein d'autres activités. Donc, si tu pouvais un peu revenir sur tout ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui. bon, alors moi, à la base, je faisais des études de psycho. Donc, je viens de ce milieu-là, de l'accompagnement. Pour moi, l'idée, c'était d'être psy en libéral et tout ça. Et en fait, après, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des études, je sais pas, me parlait peut-être un peu moins, ou bon, en tout cas, voilà. Et j'ai arrêté après le Master 1. Donc, j'ai eu le Master 1, mais j'ai pas eu la professionnalisation, tu vois, du Master 2. Et là, il y a eu un peu ce truc où je me suis dit de quoi j'ai envie. Et ça faisait des années que j'avais envie d'apprendre le coaching en image, donc ce qu'on peut appeler de manière un peu le relooking. J'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on l'a connu en France. Parce que j'étais quelqu'un qui était passionné par... tu vois, par exemple, quand je jouais aux Sims, bon, je sais pas si tu as fait ça aussi, toi, mais moi, mon truc, c'était, je m'en foutais de faire, de faire tomber amoureux les gens, faire des bébés, tout ça, gagner plein d'argent, mais moi, je passais des heures à arranger la maison, faire que tout soit joli, à les relooker, à les habiller. Ça, c'était mon truc. J'adorais ça, de partir de quelque chose qui était là et d'aller créer. Alors, ce terme de beauté, c'est quelque chose qui est très subjectif, mais en tout cas, quand après je l'ai
c'était toujours quelque chose auquel j'étais sensible. Et quand j'ai voulu aller vers ce métier-là, mon intention, c'était, je pense aussi quelque chose d'assez personnel, c'est que moi, j'avais un rapport à mon image qui n'était pas simple. Je pense que ça peut être quelque chose qui a toujours été compliqué pour pas mal de gens. Et que j'avais envie d'accompagner les femmes et les hommes à commencer à peut-être se regarder un peu différemment, à adopter un nouveau regard sur eux et à s'aimer un peu plus. Et effectivement, on est dans une société aussi de l'apparence et que pour moi, tu sais, c'est un peu quand tu travailles sur le corps, tu travailles sur l'esprit, enfin tout est lié et je considérais que l'image, c'était aussi comme une autre enveloppe, une autre partie de ce travail-là et qu'effectivement, le fait de travailler sur l'intérieur, ça allait renvoyer une image différente, mais le fait de travailler sur le fait que ton image corresponde à ce qui se passe à l'intérieur, ça pouvait aussi être hyper utile parce que ça permet aussi à des personnes à un moment de se regarder et de dire « Ah, mais en fait, je savais pas que j'étais une belle personne comme ça », dans le sens où ils allaient connecter autre chose. C'était bien plus profond que juste dire « Ah, ça me va bien les cheveux coupés comme ça et le maquillage, tu vois ». Et donc, en fait, j'ai toujours eu, je crois, ce fil rouge d'amener les gens à se reconnecter aussi à au fait de s'aimer un peu plus, tu vois. Donc, même si aujourd'hui, c'est pas fait de la même façon, mais c'est, en fait, je crois, le point de départ. Parce que je me posais la question la dernière fois, je me disais, mais c'était quoi ton fil rouge? Et je crois qu'il y avait ça. Tu vois, aider les gens à voir la beauté qu'il y a en eux. Et donc, effectivement, ça a commencé avec la partie plus physique, parce que c'était aussi hyper intéressant. Mais voilà. Et donc, en fait, après, au fil du temps, c'était un métier qui était physiquement assez fatigant parce que je passais 2 jours avec les personnes, genre de 9h à 19h, tu vois. Donc 2 fois ça. Et au fur et à mesure, j'ai appris que j'avais de l'endométriose. J'ai arrêté ma pilule il y a 9 ans. Donc comme moi, je savais pas que j'avais de l'endo et que j'avais rien mis en place, les symptômes ont flambé. Donc me retrouver avec des fois 5 heures de shopping une après-midi sans m'asseoir, je finissais la journée. C'était très compliqué, j'avais mal partout, le dos en compote, je pouvais plus rien faire pendant 3 jours. Donc je suis arrivée au bout d'un moment à un truc de dire, il y a quelque chose à faire évoluer, là c'est physiquement je peux plus gérer, ce qui était peut-être pas plus mal. Donc j'ai commencé à dire, je fais plus de journées en entier, je fais 4 demi-journées, enfin tu vois, adapter un petit peu par rapport à mon état. Et en parallèle, un peu au moment où j'ai su pour l'endo, je crois j'ai commencé Instagram, mais pas du tout dans une visée professionnelle. C'est-à-dire que Instagram, je ne l'ai jamais vu au début, je ne parlais jamais de mon activité de conseil en image. Je crois qu'il y a une partie de moi qui avait un peu honte d'en parler parce que dans la tête des gens, tu sais, c'était un peu le relooking superficiel et j'avais du mal à... Je crois qu'il y a une part de moi, bon, ça c'est un truc très perso, je pense, de... Voilà, de ce que je pense que les hommes de ma famille pouvaient penser de mon activité, mon père, mon grand-père, des choses comme ça. Et je crois que ça teintait aussi l'estime de moi que je pouvais avoir par rapport à ce métier-là qui pouvait être jugé comme superficiel. Bon, on a tous nos bagages, donc je crois que ça a teinté un petit peu ça. Donc je n'étais pas trop en mode je vais faire mon activité, j'en parlais pas trop, tu vois. Mais je parlais de l'endométriose, mais pas que de... En fait, je parlais de la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire dans une forme d'imperfection. Je parlais de mes vulnérabilités, de ces moments où c'est une journée de merde, où tu te sens nulle et où, tu vois, voilà, et qu'en fait c'est OK, et de faire comprendre aux femmes qu'on passe toutes par ces moments-là et qu'il n'y a rien de grave et que l'important c'est de l'accueillir et que c'est pas parce que tu vois sur Instagram des gens où tu as l'impression que leur vie c'est un conte de fées que c'est la réalité. Moi j'avais besoin de montrer ça et pour moi ça m'aidait beaucoup parce qu'en fait les partages que je faisais étaient un peu comme un journal intime, quelque chose que je n'arrive pas à faire en temps normal, mais le fait de me dire que ça pouvait servir à des gens, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et en fait, ces partages-là ont beaucoup touché les gens, donc ça a créé une forme, oui, une communauté qui était très engagée, qui répondait beaucoup à mes posts, qui était, enfin, je sais pas, j'ai toujours trouvé, j'ai senti beaucoup d'amour dans ma communauté dès le début en fait. Puis après, il y a eu la chaîne YouTube que j'ai lancée grâce à Laetitia de Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et alors elle, c'était, tu sais, les trucs qui arrivent sur le chemin où je l'ai rencontrée, puis elle m'a dit, écoute, dans 2 semaines, ou non, peut-être plus, dans un mois, je suis chez toi,
on tourne là une vidéo sur l'endométriose. Si tu veux qu'elle soit mise en ligne, il y en a la moitié sur ma chaîne, la moitié sur la tienne. Moi, j'étais en mode, mais j'ai pas de chaîne. Et elle me fait, bah, tu te démerdes. Ah, ok. Elle est géniale, elle est incroyable. Donc, en fait, on m'a pas laissé le choix et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai dû lancer ma chaîne, truc dont je parlais depuis 5 ans à Ferdi, et il en avait, mais alors, vraiment ras-le-bol. Un jour, il m'a dit, tu la sors ou t'arrêtes de me faire chier avec parce que là, tu commences à me saouler. D'accord, tu sais, c'est ces trucs que tu repousses parce que t'as pas la bonne caméra, puis t'as pas le bon micro et c'est pas bien éclairé. Bon, voilà, je pense que tout le monde connaît quand on veut se trouver des excuses pour pas faire les choses, c'est assez facile en fait. Ah oui, clairement. Ah oui, Voilà. tout peut servir d'excuse. Hein. Voilà. Donc 5 ans plus tard, j'ouvre ma chaîne qui en fait marche quand même assez bien rapidement et après la vidéo à Laetitia a donné un petit essor. Donc, il y avait, ça a accentué une communauté qui était très chouette, mais pour moi, ça restait pas du tout à visée professionnelle. C'était une envie de partage et peut-être de faire un peu le colibri dans le sens où de partager une nouvelle manière de vivre. C'était hyper important pour moi, moins mais mieux, une façon peut-être de vivre l'endométriose différente, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de ça, la communauté a grossi. Et je ne sais pas combien j'étais, mais au moment où les filles ont commencé à me dire mais tu veux pas faire des ateliers, j'étais là, mais des ateliers de quoi? Mais oui, tu sais, tu parles de tous tes trucs, tu pourrais faire un atelier. Je fais bon, ok, moi je suis très, en fait, d'accord. Et donc j'ai créé un atelier de 3 heures pour commencer, et en parallèle, je faisais toujours mon activité de conseiller en image de manière plus sporadique, mais voilà quand même. Et donc j'ai commencé ça. Et après, on a fait la tournée des pique-niques zéro déchet. Donc, dans toutes les grosses villes où on est allé, j'ai fait en fait, ça m'a forcé à faire les ateliers, ce qui était très cool. C'était très intense. Hein. Voilà. À la fin de la tournée des pique-niques zéro déchet, j'ai fait ma première fausse couche parce que j'en avais trop fait. Bon. Donc ça, c'était un moment un peu compliqué, mais qui m'a permis aussi de revenir à moi, de commencer à dire, il faut que tu apprennes à gérer ton énergie. Et c'était important aussi, je pense qu'on ne vit pas les choses par hasard. Donc tout ça, tu vois, les choses se sont, on va dire, goupillées petit à petit. Et aussi, nous, on vivait à Berlin à cette époque-là. Voilà. Donc en fait, je rentrais en France pour bosser, 1 semaine toutes les 5 semaines. Ça faisait beaucoup. Et je me souviens que c'était pas la meilleure période pour toi. Enfin, tu en as parlé quelques fois et ça devait effectivement être très compliqué. Et puis, j'aimais pas Berlin. Ah oui. Il est froid, il pleuvait. Enfin, pour la Toulousaine que je suis, laisse tomber, c'était genre tout ce que j'aimais pas. Il faisait nuit à 4h30 en hiver. Ben, voilà. Et donc, en fait, après, les filles me disaient, mais 3 heures, c'était pas assez, je le sentais. Donc, je suis passée à 4 heures. Et moi, j'étais frustrée de ces 4 heures. J'avais envie de. Même elle voulait pas qu'on se quitte au bout de 4 heures. Donc, je suis passée à 9 heures. Enfin, toute une journée, en fait, qui marchait super bien. Et après, elles m'ont dit, mais on pourrait pas faire une retraite. Et en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que dans mon parcours, j'ai pas nécessairement voulu. C'est juste qu'on m'a fait des propositions et je dis ok, d'accord. Et en fait, souvent, je suis assez comme ça. Je remarque avec le recul que c'est des trucs que la vie m'a proposés et que plutôt que de dire ah, je sais pas, j'étais en mode oh ouais, bon, je peux essayer si vous voulez et on verra. Et si ça marche, ça marche. Et finalement, si ça marche pas, qu'est-ce que je risquais? Tu vois qu'il y ait personne qui s'inscrive à mon atelier. Bon, pour ton ego, ça pique un peu, mais après, au-delà de ça, tu prends pas de risque. C'est l'avantage aussi de ce type de métier, c'est que tu prends pas un risque financier de j'investis dans des produits, dans des matières premières, dans des choses comme ça. C'est toi et ton temps. Ouais. Ah, c'est hyper important ce que tu dis parce que moi, le nombre de personnes que j'accompagne ou qui m'envoient des messages et qui me disent non, mais moi, je peux pas commencer parce que, comme tu dis, on cite toutes les excuses du monde qui en fait n'existent pas. Et quand on se demande c'est quoi le pire qui peut arriver, souvent, c'est juste ton ego qui va être blessé sur le coup parce que tu auras 0 ou 1 inscrite et que du coup, ce sera ta meilleure amie et tu vas te dire ben voilà, c'est juste ça le pire qui peut arriver. C'est tout. Ou tu perds peut-être 50 € parce que tu avais loué une salle, mais peu importe. C'est pas le bout de ta vie. Je pense que ce que tu en retires au niveau que ce soit personnel, de l'humain, mais aussi pour ton futur et tout ce que tu vas développer après, ça a beaucoup plus de valeur que les 50 balles que tu vas donner à la personne que, voilà. Bon, mais quand tu vois ce que nous, on perd dans ce type de métier et quelqu'un qui lance une marque, je dis n'importe quoi, de cosmétiques bio et qui marche pas, on n'est pas du tout sur le même investissement.
Et même si tu dois perdre 200 euros, en soi, tu vois, c'est peut-être, ça va te dire, ah, est-ce que j'ai peut-être communiqué trop tard? De quelle manière j'ai amené ça à ma communauté? Est-ce que ça correspond, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais à la cible de ma communauté? Est-ce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire? Est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que c'est un truc que j'ai voulu faire parce que j'avais besoin d'argent? Et moi, généralement, c'est pas le truc, je pense pas, qui marche. Enfin, quand l'intention est pas très, je sais pas si j'aime ce terme noble, je sais pas, mais en tout cas, quand ça Authentique peut-être. ouais, Juste, enfin, ouais. Les gens le sentent un peu et ça marche sûrement moins bien. Donc en fait, tu vois, je crois qu'il y a vraiment ce truc-là qui fait que quand tu te laisses un peu porter et que on te fait des propositions. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, attention, hein, parce on m'a proposé d'autres trucs et j'ai pas dit oh, ok, super. Mais là, c'était plus quand ton truc spontané, c'est de dire genre mais ouais, trop bonne idée, tu vois, bah fais-le. Alors attention, j'ai pas eu, je dis pas que j'ai pas eu peur. Pour mon premier atelier, par exemple, j'ai eu tellement peur que avant de le faire, je me suis fait une calcification, je pouvais plus bouger mon bras, j'ai dû l'annuler. Genre, j'étais immobilisée de mes épaules, je pense que c'était un peu trop tôt. Enfin bon, voilà. Quand après, je suis arrivée à le faire à Paris, je crois que j'ai dû aller aux toilettes, pas pour faire pipi, attention, soyons honnêtes, hein, au moins 6 fois avant que l'atelier commence, tellement j'étais angoissée. Parce que c'est nouveau, tu as une nouvelle posture, tu as 14 personnes devant toi, d'un coup tu es celle qui anime, tu n'as jamais fait ça, et puis les gens viennent, et quand tu leur demandes pourquoi vous êtes là, ah c'était pour te rencontrer, et tu fais oh putain super, donc la pression de ouf. Donc ouais, ça vient te challenger, c'est pas facile, mais en fait après quand tu as fini la journée, tu es tellement contente de l'avoir fait que ça vaut le coup. Et très clairement, je veux dire, les 5-10 ateliers qui suivent, c'est la même avec un peu moins d'intensité. C'est-à-dire qu'au début, tu es à 6 fois aux toilettes, à la fin, tu vas une fois ou deux, c'est déjà plus agréable. Et après, il y a ce côté où ça roule dans le sens où tu te fais confiance, tu sais que tu fais du bon taf, tu sais que les gens apprécient. Et donc, en fait, déjà, il y a cette forme de stress de est-ce que c'est bien ce que je fais? Ce qui est normal de se poser la question. Et je pense que c'est bien aussi de se la poser parce que ça veut dire que tu es capable de te remettre en question et de faire évoluer. Et moi, je sais que l'atelier, par rapport au tout premier et par rapport au dernier atelier que j'ai pu donner, le dernier, en fait, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais pour moi, il est entre guillemets parfait dans le sens où j'ai tellement changé les petites choses et tout pour arriver à quelque chose où là, je me dis, j'ai plus rien à changer. En fait, sinon, il faut que je rajoute des jours. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a eu les retraites. Parce que ce format-là, pour moi, il était arrivé au max de ce que je pouvais faire, en fait. Et donc, il y a eu les retraites qui se sont super bien passées. C'était assez incroyable. D'ailleurs, ça m'a manqué de ne pas en faire cette année. C'était un peu dur pour moi de les annuler. Mais bon, des fois, c'est accepté aussi que... Tu les as reportées, j'ai vu. Elles sont pour 2021. Oui, Donc, voilà, c'est ça. Mais bon, ça reste quand même un moment qui est un moment de comment dire, qui a beaucoup de valeur aussi. Tu rencontres des gens, t'es pas seule derrière ton écran, tu peux faire des câlins. La fille qui fait des câlins à tout le monde, mais ouais, c'est quelque chose qui compte en fait. Et c'est vrai que quand tu te dis, bah, ce sera dans un an, tu vois, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est ok, c'est la vie, c'est comme ça. Et en parallèle, petit à petit de ces activités, j'ai commencé à être contactée par des marques. Et mais en fait, pour moi, c'était deux activités qui étaient, comment dire, je pense pas quoi. Des fois, il y a ce truc, il faut faire que ci ou que ça. Et tu vois, et en fait, moi, je suis plus du genre à faire les choses qui me font kiffer. Et en fait, l'activité aussi de travailler avec des marques, c'est super cool parce que déjà, c'est des marques éthiques. Tu vois, on est dans un truc où ce que tu sais que le travail que tu fais aide aussi à promouvoir un nouveau type de consommation et aide aussi des gens qui, je trouve, ont aussi ils prennent des risques. Enfin, pour moi, ils prennent plus de risques que le risque que je prends moi en créant un atelier et que c'est aussi ma manière à moi de me dire, bah, je les soutiens dans cette envie qu'ils ont de faire changer les choses à un autre niveau qui est plus sur le terrain, peut-être encore plus, tu vois, tu crées ta marque ou ton machin. Et c'est aussi une autre forme de soutien que tu peux faire en étant influenceur.
Mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, tu fais quand même un boulot qui est énorme et que c'est normal d'être rémunéré pour ça. Euh, Après, on te fait jouer la corde sensible de oui, mais je suis une marque éthique, donc tu Oui, je devrais. viens de me lancer, je suis une petite marque, on n'a pas de budget de com, mais ça, ouais, c'est clair. Et c'est difficile, effectivement, de trouver un juste milieu. Parce Ben que nous oui, aussi, on a le droit de vivre. exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été compliqué, il l'est beaucoup moins maintenant. Euh, mais ça reste un peu. Voilà, après, il y a des trucs où tu vois, je continue à bosser avec des marques qui ont toujours pas de budget. Elles pourraient en avoir quand même, ce serait bien. Mais je bosse avec depuis le début et j'ai un attachement particulier et en fait, c'est pas pour ça que je le fais non plus. Après, tout dépend des mails, comment on me contacte aussi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment des florilèges, des contacts, des mails où des fois, tu as envie de dire, mais sérieux, non, je m'appelle pas Céline, les gars. Enfin, déjà, voilà. Ou bonjour, avec entre parenthèses, le nom de l'influenceur. Je sais pas si tu as déjà eu ça. Ah Et oui, oui. ouais, les gars, mais non, ça c'est pas là en termes. Je veux bien avoir mon ego sensible et tout pour certains trucs, mais là c'est pas correct en fait. Donc ça a pris un petit peu de temps parce qu'en fait je crois que ce temps-là c'est aussi le temps d'établir c'est quoi ta valeur. Et la question de savoir sa valeur, tu la retrouves aussi dans le prix d'un atelier, le prix d'une formation en ligne. Tout ça c'est quelque chose qui prend du temps à définir parce que très souvent au début ta valeur tu la mets au ras des pâquerettes parce que tu n'as pas trop confiance en toi alors voilà et au bout d'un moment bah, tu commences à sentir que des fois tu fais les choses mais tu sais tu les fais pas en traînant du pied mais parce qu'en fait il y a quelque chose qui est pas juste, tu fais quelque chose en étant bien moins rémunéré que ce que tu sais que tu vaux et il y a quelque chose dans l'échange qui est pas équilibré pour moi et ça c'est super important d'arriver à trouver cet équilibre de Ouais. ce que je donne et ce que je vais recevoir. Je parle en termes professionnels et c'est ok que ce soit déséquilibré de temps en temps, mais il faut quand même arriver à trouver quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, va s'équilibrer. Et ça peut peut-être être simplement le plaisir que tu as de ouf à bosser pour une marque. Ça peut être ça aussi, ce que toi tu vas recevoir, tu vois, de temps en temps. Parce que tu adores la créatrice, que c'est ta meilleure amie et que tu as envie de lui faire ça gratuitement et qu'en fait ça correspond à ce que tu lui donnes. Enfin, tu vois, Mm. mais ça prend du temps. Ça Ouais. prend vraiment du temps, hein. Ouais. Et toi, comment du coup tu es passé à non, j'ai pas de valeur et je fais ça gratos, à bah non, j'ai de la valeur et là je sens qu'il y a un dilemme. Parce que ça, c'est quand on se lance, je sais que j'ai plein d'entrepreneurs qui sont comme ça, c'est ah mais non, mais je sais pas si c'est bien, mais c'est ma première cliente, ah mais c'est l'amie de la cousine de bidule de machin, donc non, je fais ça gratuitement pour essayer, pour avoir des retours. Et au bout d'un moment, bah non quoi. On a aussi de la valeur et comment toi tu as su que tu en avais justement et que c'était plus assez équilibré. Bah, en fait, ce qui est étonnant, c'est que si tu veux, ce travail, je l'avais déjà commencé en conseil en images. Parce qu'au début, on te dit tu sais, de faire cette espèce d'inspection des prix. Tu sais, c'est le truc qui en fait est nul. Enfin, c'est nul comme Ouais, ah oui, clairement. conseil parce que je pense que c'est intéressant de savoir un petit peu les prix qui se pratiquent. Mais si tu es dans un truc où tous les gens tirent les prix à la baisse, voilà. Et moi, en fait, ce que je me suis retrouvée, c'est avoir des clientes qui me disaient, mais en fait, t'es pas assez cher parce que quand je vois ce que tu nous apportes, c'est vraiment, vraiment pas cher, quoi. Elle me dit, là, on a dépassé des trucs, ça fait 10 ans que je bossais en thérapie, toi, je suis venue avec toi 2 jours, et pile. Donc, en fait, non, c'est pas assez cher. Et au début, je suis là, mais alors attends, si les clients commencent à me dire que je suis pas assez cher, c'est que là, il y a un souci. Et je me suis rendu compte que la peur qu'il y avait derrière, c'était si je suis trop chère, les gens ne viendront pas. Donc Mais c'est totalement l'inverse. quand on te dit le truc, tu sais, c'est que en fait, j'ai hésité à t'appeler parce que je trouvais que c'était pas assez cher. Parce que si c'est pas assez cher, potentiellement, c'est que c'est pas de la qualité. Parce qu'en gros, alors après, je pense que attention, hein, si tu fais un coaching en image à 10 000 euros, peut-être que là, c'est un petit peu trop. Mais euh, c'est peut-être juste d'arriver à trouver ce truc, se dire que tu sais, c'est comme quand tu vas dans un supermarché où on a ce truc dans la tête où tu as 2 paquets de yaourts, un à 1,90 €, un à 2,60 € ou à 3 €. Et si on te dit c'est lequel qui est le meilleur, tu vas dire bah, c'est celui à 3 € parce que c'est le plus cher. Ouais. Et on a tout ça quand même dans notre tête. Donc à un moment, c'est aussi trouver, ne pas être dans ce truc de se dire si c'est, enfin, c'est pas si c'est trop cher, mais si c'est plus cher plutôt,
les gens vont pas venir. Bah non, parce que c'est aussi de dire, en fait, je donne ce prix-là parce que je fais un boulot de dingue. Mm. Et comme je sais ce que je vaux, bah en fait, ça a ce prix-là. Et je trouve que quand toi, tu pars avec cette base-là, ce que tu envoies aussi comme info, c'est que tu es quelqu'un qui a confiance en toi et donc que tu es à même d'accompagner les autres. Si tu mets toujours des tarifs qui sont au ras des pâquerettes, l'info que tu envoies, c'est bah, j'ai pas trop d'estime de mon travail, mais je vais vous accompagner à faire je sais pas quoi. Mais donc en fait, pour moi, c'est pas très cohérent aussi Ouais. après. Ah, mais c'est hyper passionnant, la psychologie des prix. Et même si toi-même, tu dévalues ton travail, alors que tu veux donner confiance en soi aux autres, c'est totalement illogique. Enfin, tu peux pas, si toi-même, t'as pas confiance en toi, tu peux pas accompagner les autres pour le faire. On est Et d'accord. c'est aussi, le prix, c'est aussi l'investissement que la personne va mettre dans ce que tu lui proposes. Une formation à 10 euros, tu vas pas y mettre la même intensité et la prendre de la même manière qu'une formation que tu auras payée 900 euros. Donc là aussi, même pour la personne, en fait, c'est presque mieux pour elle aussi de payer plus cher parce que ça va, entre guillemets, l'obliger, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, l'obliger à aussi y mettre beaucoup plus de valeur que si tu te dévalorisais. Complètement, je pense qu'après, c'est de prendre ce temps-là, de savoir, en fait, comment dire. Déjà, effectivement, je crois qu'il y a je parlais avec une copine là qui me disait, tu as les produits, je ne sais plus comment elle appelait ça, mais tu as les gros produits qui sont des produits où là, il y a une valeur financière que les gens vont mettre dedans parce que il y a un gros travail que toi tu as fait derrière, un gros, comment dire, et tu sais que c'est impactant dans la vie des gens et donc tu as besoin aussi que les gens, ils y mettent en fait la même valeur de temps et d'attention dans le travail si tu veux que ce soit effectif. Mm. Donc, c'est par exemple, si tu vas chez l'ostéo, que tu payes 5 euros, tu t'en fous après d'aller à ton cours de yoga et de te niquer le dos. Parce qu'en fait, c'était 5 euros, au pire, j'y reviens demain, tu vois. Par contre, quand tu as payé 50 ou 60 euros et qu'elle te dit, fais attention quand même pendant 2-3 jours parce que il faut que tu te reposes pour que ça fonctionne bien, bah, tu vas peut-être pas te dire au pire je reviens la semaine prochaine, ça va te calmer un petit peu. Donc Mm. c'est aussi ça. Et en fait après tu peux avoir aussi des produits qui sont moins chers, qui sont plus des produits entre guillemets d'appel et où toi tu as mis moins de temps, mais où c'est quelque chose qui a sa valeur aussi, mais qui est plus généraliste, quelque chose qui est et où là effectivement ça peut être moins cher et qui permet d'être accessible à plus de gens. Moi c'est aussi pour ça que je faisais les ateliers, les retraites, parce que euh, je, je vais être honnête, je pense que il y a peu de gens qui auraient pu peut-être se payer le travail, enfin en termes de, je pense que ce que moi je peux apporter à un taux horaire, j'avais envie en fait de le proposer au plus grand nombre et je savais que l'atelier, la retraite, c'était le meilleur moyen et qu'en individuel, si tu veux, j'aurais dû tarifer de manière trop importante et que j'en avais pas envie Mm. déjà. Et qu'en fait, j'avais un peu ce truc de me dire, mais moi, je kiffe l'individuel, le groupe, parce que je sens qu'en fait, le groupe aussi, déjà, il a sa propre énergie. Ah Donc, ouais, c'est magique. L'énergie de groupe, quand les personnes, surtout quand je pense qu'on a deux communautés où les personnes se ressemblent, entre guillemets, ou partagent les mêmes valeurs, le même mode de vie, les mêmes manières de penser un peu. Et du coup, forcément, il y a un effet de groupe qui est là. Et moi, je fais ça en coaching de groupe. C'est magique ce qui peut se passer. Les énergies qui se déploient entre les personnes, c'est incroyable. tu vois, ça avance vite et tu sens que presque, et il y a aussi ce truc, tu sais, où il y a aussi ton ego qui doit prendre du recul et d'observer qu'en fait, ça se fait sans toi par moment. Et c'est Mm. trop génial. Où tu vois, où tu es presque là, les filles, je me casse en fait, parce que a priori, vous bossez, et c'est génial. Et en fait, tu as vraiment cet aspect-là, et je pense aussi qu'on arrive à un moment, en tout cas moi, c'est ce que je ressens, par rapport au travail que j'avais envie de fournir, que l'individuel, pour moi, je touchais pas assez de gens. Mm. Là, je pense qu'on est à un moment où c'est urgent que les femmes se reconnectent à elles, se reconnectent à leur puissance, s'occupent d'elles, et enfin, tu vois, et qu'en fait, en individuel, ça prenait aussi beaucoup d'énergie et que ça allait être moins efficace de cette Ouais. façon-là. Et que je Impactant, pense ouais. qu'après, on est tous différents et que moi, je crois, une valeur ajoutée en groupe Mm. plus que en perso et que des fois c'est important de connaître aussi ses points forts. Alors je dis pas que j'ai un point faible en perso, mais en fait aussi je m'éclate moi.
Je m'éclate beaucoup plus avec le groupe. Donc, pourquoi me rajouter d'individuel? J'ai fait ça pendant 5 ans. C'était vraiment génial. Me voilà, en fait, tu vois, ça va. C'est bon, j'ai accepté ce passage-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi et moi je l'ai très vite ressenti aussi quand je suis avec des gens. Je pense qu'un de mes points forts, c'est l'énergie que je peux partager. Mais j'ai j'ai beaucoup d'énergie sur le coup, mais j'ai aussi besoin de beaucoup de moments pour remettre cette énergie à fond et pour la partager. Mais du coup, moi, le entre guillemets souci avec l'individuel, c'est que j'ai tellement peu d'énergie que je la donne à que quelques personnes. Alors qu'au contraire, Pour, les jours qui suivent. Oui, mais ça. ouais, au contraire, avec l'énergie de groupe, enfin, avec le coaching de groupe, par exemple, je peux partager mon énergie à une dizaine de personnes en même temps et il y a le même impact, mais sur 10 personnes à la fois. Donc, il y a un impact cumulé et elles, à leur tour, elles peuvent le partager autour d'elles et ça fait un effet boule de neige, alors que c'est presque égoïste du coup de notre part de ne faire bénéficier entre guillemets, hein, ça paraît hyper prétentieux ce que je suis en train de dire, je suis désolée, mais faire bénéficier notre énergie à une seule personne, c'est plus égoïste presque que de faire des choses en groupe pour aider encore plus de monde. En fait, je pense qu'il y a ça et il y a l'aspect aussi être pour le coup égoïste dans le sens comment dire euh, de te préserver toi, c'est-à-dire de se dire en fait si ça marche aussi bien, quel est l'intérêt de faire de l'individuel pour impacter une personne alors que si je fais du groupe, en fait moi je vais conserver beaucoup plus mon énergie mais je vais pouvoir accompagner 10 personnes d'un coup avec plus ou moins la même efficacité. À un moment, c'est juste, faut pas être débile. Enfin, c'est juste de se dire, bah, juste, quand tu prends les choses comme ça, c'est beaucoup mieux le groupe. Mais après, tu as d'autres personnes, c'est pas leur truc. Elles ont besoin d'individuel, de ce temps très particulier de l'individuel qui est génial. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes différentes parce qu'on a toute notre manière de travailler, notre sensibilité qui est différente. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose où à un moment, c'est d'accepter aussi, tu sais, qu'il n'y a pas c'est bien, c'est mal. Tu vois ce que je veux dire? De dire, d'accepter le fait de dire, mais en fait, moi, je sens que, ouais, l'individuel, c'est moins mon truc, c'est moins efficace. Euh, et puis, point barre. Ouais, et puis c'est tout. Si t'as pas besoin de te justifier de quoi que ce soit, tout à fait. Exactement. Et même pour les personnes, l'effet de groupe, enfin, par exemple, les ateliers ou les coachings ou les retraites en groupe, c'est aussi beaucoup plus bénéfique pour elles parce qu'elles ont non seulement accès à nous, entre guillemets, hein, mais aussi à toutes les autres personnes. Donc, il y a beaucoup plus d'énergie. C'est peut-être aussi moins cher pour elles. Donc, même là, financièrement, c'est plus intéressant. Elles vivent un moment à part. Donc, c'est pas juste un Zoom. Par exemple, les retraites, c'est beaucoup plus puissant aussi en termes d'énergie et de souvenirs. C'est vraiment un événement, un moment que les personnes passent pour elles. Donc, je pense qu'effectivement, c'est pour moi que du positif. Mais dans ma situation, parce qu'effectivement, un peu comme toi, je me retrouve ou du moins de plus en plus, j'en prends conscience que je suis pas forcément la meilleure dans tout ce qui est individuel et que j'ai beaucoup plus à apporter en groupe. Ouais, et en fait, c'est très bien, tu vois. Mais des fois, c'est ce truc où on aimerait pouvoir être super bon partout et où en fait, on se dit, mais en fait, là où je suis la meilleure, c'est quoi? C'est ça. Bah, c'est ça que je dois privilégier. Et il y en a d'autres qui font très bien l'autre taf. Alors pourquoi est-ce que je dois me retrouver à tout faire? Ça n'a aucun intérêt. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est super important. Moi, quand je vois les retours que j'ai sur les retraites, quand je vois là, tu vois, sur mon WhatsApp, les groupes des anciennes retraites où les nanas continuent à se parler. C'est-à-dire que le groupe existe sans moi. Alors des fois, je fais un petit mot en leur disant que je commente pas trop parce qu'en fait, je sens que j'ai pas plus besoin d'être là. C'est-à-dire que j'ai fédéré ce groupe-là, tu vois, j'ai été à l'origine de la création. Mais après, c'est tellement beau comme elles se soutiennent et tout que moi, chaque fois que je lis des messages, j'ai envie de pleurer. Bah, je me dis, en fait, il y a plus, tu vois, Ouais. j'ai plus besoin de travailler. Elles se sont saisies de ça. Donc ça, c'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'il se passe des trucs de fou. Et il y a un moment, tu te dis aussi, ok, tu vois, bah en fait, non, ça a de la valeur ce que je fais. Et c'est important. Moi, je sais que quand je suis sortie de la première ou la deuxième, je sais plus, je me rappelle avoir appelé Ferdi et je lui ai dit, tu sais quoi? C'est la première fois de ma vie où si je devais changer un seul truc dans ma retraite, je changerais rien du tout. Et je suis tellement fière de ce que j'ai fait et tellement, en fait, je pleurais, mais je sais pas, de gratitude ou quoi pour ce moment-là qui s'était passé parce que je savais que j'avais fait
et que j'étais fière de moi et de ce qui s'était passé et de voilà. Et ça a été super fort et où je me suis dit c'est ça que j'ai envie de vivre en fait. C'est ça parce qu'à un moment j'arrive à connaître mes points forts, j'arrive à me lâcher la grappe aussi sur pas mal de trucs, tu vois, et à me dire qu'il se passe exactement ce qui doit se passer. Ça c'est hyper important parce que sinon tu es toujours en train de voir ce que tu peux améliorer et où il y a un moment où tu es là comme ça à te dire ouais, putain, je suis fière de moi. Bah, ça arrive pas tous les 4 matins quand même, tu vois. Donc, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'après, je sais que c'est quelque chose où, d'une certaine manière, je pourrais faire payer les retraites plus cher parce que je sais que le prix qu'elles ont aujourd'hui par rapport à l'impact qu'elles ont sur les nanas, quand je vois les retours qu'elles me font, je sais que ça vaut plus, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça vaut? J'en sais rien. Mais en tout cas, quand je vois l'impact que ça a sur une vie, très clairement, et combien tu payes une séance chez le psy, tu Ouais, vois. c'est sûr. Voilà. Mais après, c'est aussi toi, de quelle manière tu as envie d'être accessible au niveau des gens, à combien de personnes. C'est ça aussi, en fait, la question, tout simplement, de te dire, trouver ce ratio dans le fait de dire, bah voilà, moi je veux un tarif où moi je m'y retrouve. Mais en fait, ce qui est aussi important pour moi, c'est que ce soit aussi accessible à Mm. euh, alors pas à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas se payer des retraites, hein, on est d'accord, mais où à un moment, tu peux quand même faire que si les gens en ont vraiment envie, en mélangeant Noël, anniversaire, truc, machin, tu arrives à ce que ce soit faisable pour un plus grand nombre et en proposant aussi des facilités de paiement. Donc, ouais, ça prend du temps et voilà, et je pense qu'après, ça peut être de dire, bon, ben, j'ai fait 12 personnes. Là, il y a un moment, je sens que financièrement, j'aurais besoin de gagner un petit peu plus, que ce serait plus juste. Ben, peut-être que je peux en prendre 14 en fait, en gardant la même efficacité de travail. Je crois qu'à un moment, il faut s'arrêter. Tu peux pas gérer 25 personnes en étant seule. Mais tu vois, tu peux aussi des fois trouver des Ouais. petites manières détournées de finalement gagner un petit peu plus pour que toi, ce soit plus aligné avec toi, sans que ça change rien pour les personnes Mm. qui assistent en fait. Ouais, oui, et oui, et là on revient à qu'est-ce qui est important pour toi. C'est pas de gagner des mille et des cents, c'est d'avoir un impact sur les gens et de les aider à s'aimer toujours plus. Donc, et là, bah, diversifier, enfin, proposer plus de places au même prix. Toi, t'es gagnante, les autres, enfin, les filles sont gagnantes, donc c'est tout bon. Et du coup, comment t'en es arrivée à faire des retraites? Tu dis que t'es toute seule, mais est-ce que t'es toute seule aussi pour le lieu, pour la com, pour l'organisation, pour les repas? Comment ça se passe une retraite, tu vois? Parce que moi, spoiler, c'est un truc qui me taraude. Du coup, j'en profite d'être avec toi pour te poser des petites questions là-dessus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je cherche toujours un lieu où le lieu gère la partie nourriture, logement, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai un prix qui est clé en main. Moi, j'ai accès au lieu, mais toute la pension complète, je n'ai pas à la gérer en fait, tu vois. Voilà, ça c'est important. Après, sauf si tu connais un super traiteur avec qui tu es en contact et tout, ce qui peut être un super plan, mais moi j'en connaissais pas et ça me faisait rajouter une dose de travail. Ouais. Et puis très souvent aussi, financièrement, c'est plus intéressant quand tu as un seul intermédiaire qui prend tout en charge. Et aussi, ce que ça te permet aussi, c'est qu'en fait, quand tu es en micro-entreprise, tu ne peux pas déclarer de frais. Donc, en fait, ce que je faisais et ce que je fais toujours pour l'instant, c'est qu'en gros, moi, je récupérais la partie animation. Mhm. Les personnes me réglaient directement. Mais après, elles réglaient directement comment dire, au lieu d'accueil tout le reste. Donc, ça ne passait pas par moi. Donc, je n'avais pas de frais de taxes liées à ça, en fait. C'est deux choses indépendantes. C'est comme si, presque limite, le lieu organisait le truc et moi, je venais l'animer. Tu vois. Parce que ça aussi, c'est important avec les trucs on pique des choses aux agences de tourisme. Il y a des choses un petit peu comme ça sur le fait que quand on propose un truc tout clé en main, c'est un peu du voyage organisé. Mhm. Et donc, les agences, donc on peut te tomber dessus. Donc, c'est pas mal d'avoir vraiment les trucs. Ok. Mais du coup, les filles ont 2 paiements à faire, c'est ça? Ouais, Ok. deux paiements. Ouais, ouais. Et quelle facilité de paiement ou comment tu demandes? Est-ce que tu demandes, je sais pas, 30% de ta partie en amont et puis la totalité du lieu? Comment tu fais pour les règlements Alors, du coup si en plus il y a des facilités? ça dépend des lieux. Par exemple, j'ai eu des lieux où en gros, c'était elles payaient quand elles arrivaient sur place, tout le lieu. D'autres qui demandaient 50% d'acompte
pour réserver la chambre et le reste du paiement à l'arrivée. Moi, pour toutes mes retraites, j'ai toujours proposé un paiement en 2 fois, minimum. Après, avec toujours la possibilité de le payer d'un coup, parce que alors, tu en as toujours qui adorent tout payer d'un coup et qui ne veulent pas le payer en plusieurs fois. Oui. Donc, pour moi, c'est cool en termes de trésorerie, mais enfin voilà. Donc, en gros, c'était au moins toujours un acompte de. Il me semble que c'était la moitié. Ouais, je crois. 30% ou la moitié. Parce qu'après, j'ai changé un petit peu, tu vois. Mais par contre, en mettant aussi des règles strictes, ça c'était important, j'ai appris au fur et à mesure du temps. Par exemple, des conditions d'annulation, si vous annulez avant tant de temps avant la retraite, vous ne récupérez pas votre acompte. Dans les faits, c'est pas complètement vrai en fait. Si par exemple la personne annule même 2 semaines avant, mais que je trouve quelqu'un pour la remplacer, oui, je vais lui rembourser. Mais si je trouve personne, moi, je me retrouve un peu dans la merde. Donc, ou des fois, ce que ça me permet, c'est de dire, écoute, je vais proposer ta place à un tarif préférentiel. Donc, je vais t'enlever la différence. Tu vois, par exemple. Oui, c'est de faire le plus juste pour tout le monde et en même temps de te respecter toi aussi, de ne pas te mettre accroupi parce que la personne ne peut plus venir. Moi, j'ai eu une retraite où la meuf a annulé 2 jours avant. Ouais. Et en fait, en gros, je suis arrivée à trouver quelqu'un, mais parce que j'ai fait le prix de la retraite à moins 50%. Donc, elle, je ne lui ai remboursé que 50% de la somme. Ah, c'est bon à savoir. Enfin, c'est bon à... Oui, moi, je me le suis noté parce qu'effectivement, je trouve ça plus juste. Et c'est toujours important. Après, il y en a qui disent, écoute, moi, c'est dans les conditions de vente, je ne rembourse pas, même si je trouve quelqu'un. À chacun de le voir. Moi, je suis pas comme ça. Je fais ce que j'aimerais qu'on me fasse. Donc, si tu trouves quelqu'un pour remplacer la personne, ça me semble logique de rembourser. Donc, ça, c'est comme ça que je fonctionnais. Et souvent, ce que je faisais, c'est que au début, c'était même sur place que des fois, elle me payait le restant. Maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je fais en sorte que 1 mois avant la retraite, tout ait été payé. Ok. Parce qu'il y a un moment où tu as celle qui... parce qu'après, tu te dis, voilà, l'entièreté de la retraite est due. Donc, si en fait, elles t'ont pas donné l'argent, elles vont pas t'envoyer le chèque par la poste si elles sont pas venues. Ça, j'imagine. Voilà, donc ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure. Parce que quand tu organises l'atelier, que tu fais pas payer en avance, et qu'en fait, t'en as 3 qui annulent la veille parce qu'elles n'ont pas payé. Sauf que ton atelier était complet depuis 1 mois. Ouais. Donc, oui, en fait, les ateliers, c'est déjà plus simple, mais effectivement, comme je pense que tu as eu le bon processus aussi, commencer par les choses plus accessibles, plus faciles, les ateliers de quelques heures dans des lieux à côté de chez toi ou à Paris, pourquoi pas, et puis augmenter de fil en aiguille, c'est aussi ce que je propose aux personnes que j'accompagne parce que c'est beaucoup plus simple que directement pas faire une retraite. Enfin, forcément, c'est faramineux. Oui, l'idée, c'est de faire étape par étape. Je pense que je te mentirais si je te disais que je rêvais pas depuis le début de faire des retraites, tu vois. C'était un truc que moi j'avais fait et qui m'avait changé la vie et où je m'étais dit j'adorerais faire ça. Mais où je pensais pas être légitime. La question, ça c'est une autre question, la légitimité. Ouais. Ça, on travaille et ça, je travaille avec n'importe qui à ce petit souci-là. Voilà, donc ça, automatiquement, oui, il y a ça. Mais c'est vrai qu'en fait, après... c'est pas la même chose, quoi. Commencer par une retraite, c'est énorme. Donc, tu peux avoir ça dans un coin de ta tête. Et après, c'est plus pour moi d'accueillir qu'est-ce que la vie te propose. Généralement, elle va peut-être pas te proposer une retraite en premier, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord l'atelier. Et après, tu te dis, j'aimerais bien faire une retraite. Mais tu as toujours une part de toi qui est un peu en mode, c'est quand même gros le machin, tu vois. Et petit à petit, ça se développe. Tu vois, la première retraite, elle faisait 2 jours. Enfin, du vendredi au dimanche. J'avais proposé 1 jour de plus, celle d'après, et à la base, cette année, ça devait être 5 jours, 5 et 6. Donc, tu vois, parce qu'aussi, en fait, voilà, c'est pas la même chose de faire un week-end de retraite et une semaine. Donc, c'est aussi se dire, en fait, je construis ça petit à petit parce que je vais apprendre. Bien sûr, tu vois, que je vais apprendre comment gérer mon temps dans une retraite, par exemple, tu vois. Entre ce que j'ai planifié et ce que je suis arrivée à caler, si tu pars direct sur une retraite de 6 jours où tu as prévu beaucoup trop de choses, à la fin, tu vas arriver en étant, t'as fait la moitié des trucs. Moi, si je cale mes choses, c'est tout ce que je veux faire,
pratiquement tout, pour moi, c'est important de le faire parce que c'est pas là pour rien. Il y a un vrai travail. Donc, je vais pas dire aux gens, alors est-ce que vous pouvez payer le double et rester encore 3-4 jours? Parce que là, tu vois, tu peux pas faire ça. Alors que quand tu as fait ta première retraite où tu as déjà commencé à voir que des fois, tu étais un peu en manque de temps, tu te dis, OK, là, ben en fait, celle où je vais rajouter du temps, je vais peut-être pas rajouter autant de choses. C'est pas parce que je double en temps que je vais rajouter en activité. Je vais peut-être rajouter un tiers. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais tendance à ce que ça me prenne plus de temps que ce que j'avais anticipé, tu vois. Et donc, en fait, ça, tu le construis petit à petit. Effectivement, quand tu as commencé plus petit, bah, tu peux voir comment tu fonctionnes et corriger le tir de manière beaucoup plus efficace et rapide que quand dès le début, tu te lances dans un truc où tu fais « Ah oui, alors là, la retraite… » Et puis, tu vois, quelqu'un qui annule un atelier, tu perds 45 €. Bon, à l'époque, quand c'était 3 heures. Mais moi, quelqu'un qui annule la retraite et que si j'avais fonctionné comme avant, en gros, c'est quelqu'un qui m'aurait dit « Oui, oui, je viens et je te paye le jour même. » Donc, j'aurais perdu, je sais pas, 300 €. Donc, en fait, c'était aussi super bien d'avoir eu tout ce temps pour faire des erreurs qui n'en sont pas parce qu'elles t'apprennent. Et tu fais, OK, bon, bah alors il faut que je change ça. Ah, bah alors il faut que je change ça. Et quand tu arrives au moment du gros event, il y aura des trucs à améliorer dans peut-être pas nécessairement le contenu, mais peut-être autour pour te faciliter les choses et tout ça. Mais déjà… Tu seras rodé, ouais. Ouais. Et c'est toujours toi qui fais tout? Du coup, depuis le début, c'est toi qui fais tous les ateliers de tous les jours? Parce que là, du coup, OK, tu as délégué la nourriture et le logement, donc tu es safe, on va dire, pendant les repas et la nuit. Mais c'est toi qui fais tout le matin, l'après-midi, le soir, les trucs? Tout. Ouais. J'ai du mal à… Alors, je devais faire justement avec quelqu'un, avec ma prof australienne qui devait venir. On devait faire une retraite en Oui, je juillet. me souviens, ouais. Bon, avec le Covid, elle peut pas venir. Je t'avoue qu'en fait, maintenant, je suis en train de me dire, mais donc là, j'aurais fait une semaine de retraite, enceinte de 7 mois et demi. Donc, finalement, ça tombe pas plus mal. Mais après, je crois que c'est quelque chose… J'adore animer. Je pense que j'aimerais animer avec des gens. Mais j'adore aussi animer seule parce que j'ai vraiment ce truc, comment dire, je suis très intuitive. En fait, il faudrait que je fonctionne avec quelqu'un qui fonctionne un peu comme moi et qui aurait ce truc de dire, OK, tu as le planning, mais tu as aussi l'énergie du groupe, ce qui est en train de se passer et de pouvoir être hyper adaptable en fait à tout ça et de pouvoir être souple dans ta manière de ce que j'ai prévu et en fait ce que le groupe a besoin, tu vois. Ouais. Et je sais que Mais c'est tellement important. C'est pas parce que tu as un emploi du temps fixe. Enfin, moi aussi, c'est laisse juste ton cœur et ton intuition voir ce dont les personnes ont besoin parce que ça sert à rien de leur proposer, de leur imposer même quelque chose qui est pas qui vibre pas avec ce dont elles ont besoin sur le coup. Alors que si tu sais qu'il y a autre chose dont elles ont besoin et que tu peux leur apporter, bah vas-y, quoi. Enfin, c'est pas parce que c'est noté sur un calendrier qu'il faut le respecter. Mais tu vois, si tu es avec quelqu'un qui fonctionne pas comme toi, Ouais. ça peut être déjà toi te stresser parce que tu sens que, en fait, ouais, peut-être que là, les nanas, tu as prévu 1 heure de cercle de parole, mais il y a besoin de 3 heures. C'est comme ça. Tu vois, et moi, je suis comme ça. Je suis pas du genre si je sens le truc, donc j'ai besoin que la personne qui fonctionne avec moi puisse aussi ne pas être à côté de moi en mode ça se finit bientôt. Moi, tu vois, c'est pas possible. Et je crois qu'après, bon, je vais apprendre à déléguer petit à petit. Mais en fait, j'ai un peu ce truc où j'ai l'impression que je sais pas comment te dire, c'est un peu ma famille pendant 3-4 jours et j'adore cette relation-là que j'ai avec et je suis immergée complètement dedans. Pour moi, je suis tellement dedans que le monde extérieur n'existe même pas pendant 4 jours. Donc, ça va me prendre du temps. Je pense que là, ce que j'aimerais à terme, ce serait avoir quelqu'un qui, en tout cas, m'allégerait la partie plus autour, administrative, comme, tu vois, créer la billetterie, tous ces trucs chiants. Il te faut un freelance ou comment on appelle ça? Un bras droit, quoi. Ah, mais c'est clairement quelque chose auquel moi aussi, j'y pense parce que ça nous permet aussi de retourner à notre zone de génie, à ce que l'on sait faire au lieu de perdre notre temps dans des choses qui sont pas forcément la valeur ajoutée importantes, justement. Et la valeur ajoutée, elle n'est pas dans l'administratif, dans payer mon truc. Alors, je le fais, mais très clairement, c'est pas là que mon temps est le mieux utilisé.
Non, c'est sûr. Et en termes d'atelier, du coup, on va aller sur la fin, mais juste, je voudrais finir sur les retraites. Qu'est-ce que tu proposes en termes d'atelier? Parce que tu as ta formation de yoga, actuelle, tu es en plein dedans et passée. Donc là, ok, tu as ta formation de yoga. Mais à part ça, quels sont les ateliers que tu proposes et du coup, sur quoi ça se base? Et là, je cherche pas, c'est pas une question piège sur quel diplôme tu as, mais c'est justement pour montrer aux personnes qu'on peut faire des choses sans forcément avoir un super diplôme. J'ai du mal à expliquer. En fait, déjà, les retraites que j'ai fait auparavant, il n'y avait pas la partie yoga. C'était sans. Et c'était déjà la fille qui dit c'est déjà ouf ce qui se passait. J'aime pas dire comme ça, mais après, c'est des retours que j'ai eu aussi et c'est ce que moi j'ai ressenti. En fait, je crois que déjà, ce que je pars de moi, de mon vécu et de ce qui, moi, m'a fait du bien. Donc, je ne vais pas proposer des choses que je n'ai jamais vécues moi-même et vécues en mode j'ai bien ramassé, genre le truc m'a bien confrontée et je sais que c'est efficace, mais j'ai déjà tout vécu. Je suis pas genre faites un ice gazing de 30 minutes, soyez bien inconfortable, j'ai jamais fait ça, mais ça devrait être intéressant. Non. Si tu proposes des choses, tu l'as fait. Attention, je ne propose pas de se regarder pendant les yeux pendant 30 minutes. Moins longtemps. Je propose un peu moins longtemps. 3 à 5 minutes. Mais en fait, si tu veux, c'est un petit peu toutes ces choses qui, moi, m'ont fait du bien. Bon, après, c'est vrai que j'ai une formation en psycho. Donc déjà, j'ai quand même, une base. Mais disons qu'en fait, c'était plus pour moi de dire, OK, il y a le corps, l'âme, l'esprit, et d'arriver à faire quelque chose qui vient un petit peu tout toucher. Donc, ce que tu fais, c'est qu'au début, on est des êtres humains qui fonctionnent bien avec la tête. Donc, les premiers ateliers, les premiers trucs, c'est tu pars cercle de parole, tu commences à vider ce que tu as à vider, à un petit peu cerner pourquoi tu es là, parce que des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Donc, ça te permet de prendre ce temps-là qui est de toute façon hyper puissant, le cercle de parole. Et après, petit à petit, d'aller au fur et à mesure des choses vers le corps. Parce que pour moi, il y a tellement de choses qui sont stockées dans le corps que c'est important d'y aller. Mais tu ne peux pas y aller d'un coup, parce qu'on est tellement dans notre tête que voilà, ça prend du temps. Et donc, en fait, c'est un petit peu étape par étape. Tu vas faire une méditation, tu vas faire des travails en duo, tu vois, parce que ça, c'est hyper puissant. Les personnes commencent à se rencontrer, à parler, à fonctionner un peu avec des exercices où elles vont utiliser leur intuition pour peut-être voir ce qu'elles perçoivent de l'autre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc déjà, tu es souvent très bluffé. Après, qu'est-ce que je pouvais leur faire faire? J'aimais bien aussi faire tout ce qui était danse intuitive, massage, venir faire de l'automassage pour se reconnecter à son corps. Donc en fait, c'est un petit peu toutes ces choses où il n'y a peut-être pas nécessairement besoin d'avoir le diplôme de la danse intuitive, mais toi, il faut t'autoriser par contre à avoir vécu ça, toi, en amont pleinement. Et avoir été confronté à des fois l'aspect inconfortable de la chose pour pouvoir être à même d'accompagner une personne pour qui ça va être difficile. Donc quand moi je guide la danse par exemple, c'était tellement dur pour moi à une période que je sais à quel point ça peut l'être pour les personnes en face et que je vais dire c'est ok si en fait tu fais des tout petits mouvements et que tu es hyper inconfortable et en fait je t'aimerais pas plus, par exemple c'est ce que je dis dans les ateliers, je ne t'aimerais pas plus ou moins selon comment tu vas danser parce que moi ça m'importe pas ça, moi je suis pas là pour ça en fait, je suis là pour que tu vives quelque chose et si toi l'intensité du truc c'est dans un genre pied gauche pied droit et ça te suffit et déjà il y a pas mal de choses qui se passent, c'est parfait en fait. Et peut-être que l'autre à côté de toi va partir dans de la danse en mode dans tous les sens et on dirait de la danse contemporaine. Et en fait, c'est pas moins bien ce que tu fais. Tu vis ce que tu as à vivre, tu vois. Et quand tu peux avoir ce recul-là de dire ça aux gens, c'est ça, en fait, l'accompagnement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qui nous rend légitime, c'est pas les diplômes, c'est l'expérience qu'on en a et c'est la passion et l'envie de développer toujours plus de choses. C'est ça qui nous rend légitime. C'est ce qu'on a dans le cœur et c'est pas forcément le nombre de bouquins qu'on a lus ou dans quelle super grande école on est allé. En fait, je pense que c'est la différence entre la théorie et la pratique aussi. C'est-à-dire que je dis pas qu'après, je pense que la théorie est importante, de lire, de se former et tout ça. Mais en fait, si tu l'as pas vécu dans ton corps, ça reste très… superficiel dans le sens où… Ouais. Donc, je pense que c'est aussi ça, en fait. Ce que tu vas faire, c'est amener… en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je propose des outils qui, moi, m'ont tellement aidée
que je me dis, mais en fait, j'ai envie de les proposer à ma sauce, peut-être amener d'une façon où moi, j'aurais aimé qu'on me l'amène parce que ça a été trop difficile la façon dont moi, je l'ai vécu, par exemple, tu vois. C'est un petit peu ça. Génial. Bon, du coup, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai juste quelques dernières questions. La première, c'est est-ce que tu as une citation un peu fétiche, un mantra, etc., qui te porte? Écoute, en fait, j'allais dire non, mais en fait, quand je reviens au tout début d'Instagram, j'avais toujours mis il y a un nom, be the change. C'était toujours le truc qu'il y avait dessous que j'ai enlevé au fur et à mesure. Parce que bon, c'est bon, hein, au bout d'un moment, Gandhi, tout le monde là, mais je crois que pour moi, c'est ça en fait. S'il y a bien quelque chose, c'est toujours. Le but n'est pas de vouloir faire changer les gens ou de vouloir être dans. C'est toi d'incarner ce qui te semble juste pour toi. Donc moi, c'est vrai qu'il y a quand même d'incarner ce changement, peut-être d'un nouveau mode de vie possible et d'incarner, tu vois, et qu'en fait, ça, c'est le plus important. Après, le reste ne t'appartient pas tellement, en fait, tu vois. Si ça inspire les gens, tant mieux, mais en gros, toi, le plus important, c'est de vivre les choses. Tu vois, presque limite, be, c'est le plus important. En fait. Ouais, être, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Génial. C'est quoi ton mantra? Être. Ouais. Yeah! Ouais, c'est simple, ça se retient bien, c'est facile. Allez. Génial. Et ensuite, c'est quoi pour toi être authentique? Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et authentique et c'est un mot, même s'il est très un peu mainstream et utilisé à toutes les sauces, pour moi, il a beaucoup de sens et je suis fière d'en parler et d'utiliser. Donc, c'est quoi pour toi être authentique? Moi, c'est, je pense, une valeur qui me guide depuis le début dans tout ce que j'ai fait. C'est de pas en fait avoir peur de parler de tout ce qui fait qu'on est des êtres humains. Donc, d'arrêter d'être dans, tu vois, l'ombre, la lumière, c'est bien, c'est mal, et d'accepter toutes ces facettes-là. Donc, d'accepter, entre guillemets, tes faiblesses, d'accepter que tu peux te planter, d'accepter que des fois, tu vas hyper bien, alors que c'est peut-être une période où socialement, il faudrait pas aller trop bien, mais tu vas bien, en fait. Tu vois, de pas cacher, en fait, qui tu es et d'être un petit peu dans ce côté. Moi, la vulnérabilité, c'est un mot qui me parle beaucoup. Parce que souvent, les gens disent, enfin, pour eux, la vulnérabilité, il y a une forme de faiblesse. Moi, j'ai jamais cru ça. Ouais. Et j'ai vu dans ma vie que le fait d'être quelqu'un où quand on me demande est-ce que ça va bien et de dire, ben, en fait, non, ça va pas, ça surprend vachement les gens. Mais en même temps, c'est un cadeau que tu leur fais parce que tu leur autorises à faire la même chose. Ouais. Ah, je suis tellement d'accord. J'ai fait un post Instagram hier justement sur ce sujet-là et c'est tellement puissant. Enfin, être vulnérable, c'est juste être humain. Et c'est une vraie force. Donc, l'accepter, c'est se libérer soi et en même temps libérer les autres. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je me dis que c'est une grosse partie de l'authenticité, en fait, pour moi. Parce qu'en fait, oui, l'authenticité, c'est accueillir complètement cette vulnérabilité-là et ne pas chercher tu sais, à niveler un peu. C'est comme si on avait un mur, tu vois, dans une maison qui est pas parfait et qu'il y a des personnes qui passent leur vie à essayer de poncer, de mettre des trucs et des machins. Et toi, de te regarder ce mur-là en disant... Tu sais, comme ces murs dans les vieilles maisons où sur papier, il faudrait les retaper, mais en fait, tu les trouves bien avec ces différences de couleurs, un peu, ces trucs. Et en fait, c'est un peu d'accepter ça. Tu vois, d'y voir une beauté, je pense, dans toutes ces... ce qui fait ce que tu es. Donc, c'est aussi ton histoire, ton authenticité, c'est aussi tes cicatrices et tout ce qui fait que tu en es en fait là. Et de dire, en fait, je suis fière de tout ce chemin-là et tout ça, c'est qui je suis. Donc, c'est tout le package, en fait, c'est moi. Et si ça vous va pas, j'ai envie de dire, allez vous faire foutre, en fait. Enfin, là, je suis un peu... non, mais je suis bien d'accord. Ça va bien. C'est une belle... bien. Génial. Écoute, merci beaucoup, Ilia. Si on veut te retrouver, c'est par où qu'on va? Est-ce qu'on va sur YouTube, sur Instagram, si tu as un site internet? YouTube, Instagram, il y a aussi le programme, tu sais, cycle féminin avec Cécile. Donc pour de yoga et de méditation, tu vois, on n'en a même pas parlé, ça encore. Non, c'est vrai, mais il y aurait tellement de choses, là, ça fait déjà presque 1h30 qu'on parle. En fait, je sais pas si je pourrais, en tout cas, vous pouvez me retrouver partout, partout. Genre Instagram, YouTube, c'est essentiellement. Instagram, c'est là où je suis le plus maman story. Mais je crois que vraiment, si j'avais peut-être un truc à dire aux gens, c'est vraiment de se faire confiance et de pas avoir peur, de pas rentrer dans une boîte. Et tu sais, des fois, d'avoir... Alors, partir dans tous les sens, après, il faut pas... voilà, mais je crois que c'est OK d'aller explorer plein de pistes, en fait. Parce que c'est comme ça que tu vas te trouver aussi. C'est pas en restant quelque part en disant, bon, il faut absolument que je trouve...
le bon chemin, ça marche pas. Pour ça, tu dois aller explorer, peut-être un peu à gauche, un peu à droite, un peu devant, tu reviens en arrière. Et en fait, tu trouveras peut-être que finalement, toi, ta manière de faire, c'est d'avoir plusieurs pistes en même temps. Ou peut-être dans tout ça, tu vas faire non, oui, ah, ça, j'aime bien. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, kiffer, explorer en fait. Et ça, ce qui va vous guider, c'est la joie. Tu sais, Ouais. qui... Ouais, c'est juste écouter sa joie, son cœur et non pas les casques dans lesquels la société a envie de nous mettre, tout simplement, ouais. Donc, si tu veux faire des retraites, des ateliers, go! Yes, c'est noté. Et si tu avais une femme indépendante et authentique qui t'inspire et à qui je pourrais aussi poser des petites questions sur le podcast, à qui qui t'inspire, qui t'admire déjà? Là, je l'ai eu au téléphone juste avant toi. C'était, peut-être que je sais pas si tu as fait avec elle déjà, mais Elfie Charlie. Oui, non, mais elle est notée sur ma liste. Voilà. Elle développe Génial. pas mal de trucs en ce moment et elle, elle a un sacré parcours aussi. Ouais, Donc, ouais. je pense que ça peut être hyper intéressant. Génial. Et ben c'est noté. Super. Merci beaucoup, Ilia. Merci à toi. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cette discussion avec Ilia t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir en nous taguant sur Instagram à Ilia Renon et Pêche et Néglantine. Pour ma part, je retiens énormément de choses et je suis vraiment ressortie pleine d'énergie de cette discussion. J'ai beaucoup aimé la vision d'Ilia, le fait d'accueillir la vie, d'écouter son intuition et de ne pas laisser nos peurs nous empêcher d'avancer. Tu retrouveras tout ce dont nous avons parlé, les réseaux sociaux d'Ilia, ses ateliers, etc., dans l'article de blog lié à cet épisode de podcast que tu auras dans les notes du podcast, donc juste en dessous de ce que tu es en train d'écouter. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner, de partager l'épisode en story sur Instagram et de laisser une petite note sur iTunes pour soutenir le podcast. Parce que mine de rien, c'est grâce à ça et grâce aux personnes qui prennent ces quelques secondes pour partager le podcast qui continue à grandir et que moi, j'ai toujours la motivation de le faire. Donc voilà, j'ai fini avec mon blabla et je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.